Bonjour à tous. Je pense que l'événement a bien démarré. Je vous propose d'attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Bon, le nombre de participants se stabilise. Je vous propose de commencer. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire consacré donc, à la qualité des données. Donc, la qualité des données, c'est d'abord une contrainte réglementaire pour les organismes d'assurance soumis à Solvabilité 2. Mais au-delà de la conformité réglementaire, je pense qu'il faut aussi le voir comme un levier de performance et de gouvernance. La fiabilité des données, c'est essentiel pour prendre des décisions éclairées et piloter efficacement vos activités. Je me présente, Edouard Hardy, je suis actuaire et associé du cabinet Grant Thornton. Et côté Grant Thornton, je suis également accompagné de Camille Motard, actuaire et consultante au sein du cabinet. Nous avons accompagné plusieurs organismes sur le sujet de la qualité des données, ce qui nous a permis de développer une expertise forte et une bonne connaissance du marché. Et on a récemment réalisé une mission sur le sujet pour un grand groupe d'assurances qui a consisté à mettre à niveau leur dispositif de qualité des données, avec en particulier l'implémentation d'une solution informatique dédiée à la gouvernance des données. Et cette solution, elle est éditée par Qualitad, avec qui j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire, il a pour objectif de vous rappeler les exigences réglementaires, partager notre expérience et vous présenter notre approche pour maîtriser la qualité de vos données. La présentation durera une petite heure et sera suivie d'un temps consacré aux questions et aux échanges. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra. On essaiera d'y répondre au moins à la fin de la présentation. Donc, dans un premier temps, nous présenterons donc le cadre réglementaire autour de la qualité des données. La directive Solvabilité 2 et le règlement délégué associé ont été complétés en novembre 2023 par une publication d'une notice de la CPR. Et cette notice, elle apporte des précisions très concrètes sur la manière dont l'autorité de contrôle entend évaluer la conformité des organismes en matière de qualité des données. Donc, nous passerons en revue les critères de qualité de données, le périmètre des données concernées par le dispositif, la documentation attendue, ainsi que les notions fondamentales de criticité et de tolérance au risque de non-qualité. On abordera également la question de l'agrégation des résultats de contrôle, ou de la synthétisation des résultats de contrôle, qui est également une attente claire de la CPR. On présentera ensuite donc, notre approche de mesure de la qualité des données. C'est une approche qui est quantitative et elle est conçue pour être pragmatique, objective et opérationnelle. Et elle repose sur deux points importants, la sensibilité des données et les résultats des contrôles,
et elle permet d'obtenir une vision claire et mesurable de la qualité des données. Et pour bien comprendre notre approche, on l'illustrera par un cas concret, par un exemple concret qu'on déroulera. Je laisserai ensuite la parole à Qualitad, qui vous présentera donc leur solution de gouvernance des données et la démarche d'intégration associée. Alors, les critères de qualité. Donc, les données, elles doivent être évaluées selon 3 critères. Ça parle à tout le monde: l'exhaustivité, l'exactitude et la pertinence. Alors, d'abord, le critère d'exhaustivité, en fait, il fait référence à la notion de complétude des données. Donc, autrement dit, est-ce que toutes les informations nécessaires sont bien présentes pour faire mes calculs? Et pour y répondre, on peut se poser en fait plusieurs questions très concrètes. D'abord, est-ce qu'on a une profondeur d'historique suffisante pour identifier les tendances et l'évolution d'un risque? Encore plus concrètement, quand on fait un calcul de type chain leader, est-ce que l'historique est suffisant pour appliquer la méthode? On peut aussi se poser la question, est-ce que les données ont été filtrées en amont de mes calculs? Et si oui, est-ce que ce filtre il est justifié? On peut aussi s'interroger sur la granularité des données. Est-ce qu'elle est suffisante pour répondre à l'objectif visé? Par exemple, est-ce que l'historique qu'on utilise pour les calculs est disponible avec un niveau de détail par garantie, par ligne d'activité ou une autre segmentation qui permettra d'effectuer des calculs par groupe homogène de risque, important de la directive solvabilité 2. Ensuite, le critère d'exactitude, qui fait référence à la notion de fidélité des données. Donc, des données exactes, c'est des données sans erreur, bien sûr, mais c'est aussi des données qui doivent être cohérentes dans le temps. Donc, l'exactitude, c'est aussi l'absence de biais. Les données, elles doivent être représentatives de l'ensemble du portefeuille, fiables dans le temps, et ne pas favoriser un segment, un risque ou une période de manière injustifiée. Et enfin, le critère de pertinence. Ici, l'idée, c'est de vérifier que les données sont adaptées à l'usage qui en est fait. Autrement dit, est-ce que les données sont appropriées au risque analysé? Est-ce qu'elles sont pertinentes au regard du portefeuille et des enjeux du passif? Et est-ce qu'elles sont stockées et mises à jour régulièrement pour qu'elles puissent être exploitées dans la durée? Donc ces 3 critères, exhaustivité, exactitude et pertinence, reflètent vraiment l'objectif du dispositif de qualité des données. La finalité du dispositif, c'est de garantir et de suivre le respect de ces 3 critères. Passons maintenant au sujet du périmètre des données. Le périmètre des données qui sont concernées par le dispositif de qualité des données. La réglementation impose que le périmètre du dispositif de qualité des données englobe toutes les données utilisées, donc directement ou indirectement, pour le calcul des provisions techniques, des paramètres propres, les USP si vous en avez, et du modèle interne si vous en avez un. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la directive et dans le règlement délégué, c'est bien ce qu'on retrouve dans la notice de la CPR. Mais dans la notice de la CPR, on va plus loin. Il est recommandé, alors en bonne pratique, d'étendre le dispositif à un périmètre plus large, donc en tenant compte des données utilisées pour le calcul du SCR, du MCR, et plus largement l'ensemble des postes du bilan prudentiel. Et on peut même aller plus loin, alors toujours en bonne pratique, en étendant le périmètre à l'ensemble des éléments qui composent les QRT. Vraiment sur le livrable final qui est envoyé à la CPR, on peut étendre le dispositif à tout ce périmètre-là. Donc, voyons maintenant comment ce dispositif s'organise un peu plus concrètement. Donc, ça passe d'abord par la mise en place d'une gouvernance autour de la qualité des données. Et cette gouvernance, elle doit être détaillée dans un document cadre. Donc, ce document qui est imposé dans la notice de la CPR, il doit être maintenu à jour et doit regrouper plusieurs éléments clés du dispositif. Pour commencer, ce document, il doit définir le périmètre des données concernées par le dispositif, donc ce qu'on a vu juste avant. Ce document, il doit également définir les rôles et responsabilités des acteurs du dispositif. Et là, on trouve notamment la désignation d'un responsable qualité des données qui est chargé de piloter le dispositif, consolider les résultats des contrôles et assurer la mise à jour continue des différents documents. Ensuite, en fonction de la taille et de la complexité de l'entreprise, la CPR recommande également de nommer des personnes relais et des propriétaires de données au sein des fonctions opérationnelles.
Les personnes relais, elles contribuent à la mise à jour des documents et coordonnent la réalisation des contrôles. Et les propriétaires de données sont, eux, responsables de la qualité des données, mais sur un périmètre précis. La qualité des données, ça doit être un sujet qui est transversal, parce qu'elle mobilise les directions opérationnelles, directions informatiques, mais aussi la fonction clé actuarielle et bien sûr la gouvernance. Et pour faire vivre cette transversalité, il est essentiel de mettre en place un système de circulation de l'information, donc vers les instances dirigeantes et entre les acteurs du dispositif. Et pour les entreprises de taille importante ou avec des risques complexes, l'ACPR recommande en plus la création d'un comité de gouvernance et de pilotage dédié à la qualité des données, un comité vraiment spécialisé sur le sujet de la qualité des données. Et ce comité, il a notamment pour rôle de surveiller les indicateurs de qualité, piloter les projets et superviser les plans de remédiation en cas d'incident. On y reviendra. Ce document, il doit également décrire les outils et les méthodes qui permettent d'apprécier la qualité des données à une fréquence régulière. Donc, pour suivre la qualité des données, il doit y avoir des tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord, on doit retrouver la synthétisation des résultats des contrôles, donc l'agrégation des résultats des contrôles. Et cette méthode de synthétisation, cette méthode d'agrégation, elle doit être validée et partagée. Vous devez également définir une notion importante qui est la notion de tolérance au risque de non-qualité des données. Et il faut décliner cette tolérance au niveau des contrôles. On reviendra sur cette notion de tolérance au risque de non-qualité et cette notion de déclinaison parce que c'est vraiment fondamental dans le dispositif de qualité des données. Et quand cette tolérance est dépassée, il doit y avoir des plans d'action correctifs qui doivent être mis en œuvre et suivis. Et pour terminer, le document cadre, il définit également les critères de qualité des données. Donc, il y a ceux qu'on a vus avant, exhaustivité, exactitude et pertinence. Et il y a aussi le critère de crédibilité qui renvoie en fait à la piste d'audit ainsi qu'à la cohérence, l'objectivité et la fiabilité des sources. Et enfin, ce document, il doit définir une notion fondamentale qui est la notion de criticité, qui fait référence à l'impact de la donnée sur les calculs prudentiels. On y reviendra parce que c'est vraiment une notion fondamentale dans le dispositif de qualité des données. Donc, en dehors de ce document cadre qu'on vient d'évoquer, l'ACPR demande aux organismes de maintenir à jour une documentation détaillée. L'objectif de cette documentation, c'est d'assurer la traçabilité, la transparence et la qualité des données tout au long de leur cycle de vie. Cette documentation, elle regroupe 3 éléments importants, le répertoire des données, le circuit des données et le référentiel de contrôle. Donc, on va détailler ce qui est attendu dans chacun de ces documents. Le premier document, le répertoire des données, il doit couvrir l'ensemble du dispositif, l'ensemble des données, donc à minima les données utilisées pour le calcul des provisions techniques, les USP si vous en avez, et le modèle interne si vous en avez un. Alors attention, le répertoire des données, il ne doit pas se limiter aux données critiques. Qu'on reprécisera tout à l'heure, mais il doit regrouper à la fois les données critiques et les données non critiques. C'est très clair dans la notice. Il doit aussi couvrir, bien sûr, les données internes, mais également les données externes. Et le répertoire de données, il doit couvrir toute la chaîne de calcul, donc depuis les données sources jusqu'aux résultats finaux. Et ensuite, pour chaque donnée du répertoire, l'ACPR a défini précisément les attributs ou les champs qui doivent être obligatoirement renseignés. On trouve par exemple la localisation de la donnée, la source de la donnée, la criticité ou la fréquence de mise à jour, etc. Deuxième document, le circuit des données. L'ACPR attend ici une documentation détaillée sur la collecte, le traitement et l'application des données. Concrètement, en fait, ça passe par la mise en place de 2 cartographies complémentaires, une cartographie des systèmes d'information et une cartographie des flux de données. Alors, en pratique, on peut aller plus loin en mettant en place ce qu'on appelle un lignage des données, qu'on peut aussi appeler cartographie micro, et qui retrace le parcours précis d'une donnée depuis sa source jusqu'aux résultats finaux. Et point important, vous devez aussi documenter les traitements appliqués aux données. Par traitement, on entend une correction, un regroupement, un filtre, un changement de devise ou par exemple l'utilisation de tables de correspondance, tous ces éléments-là.
Et cette documentation, elle doit permettre de comprendre comment la donnée évolue et ce qui peut altérer sa qualité tout au long de son parcours. Et ensuite, troisième document, le référentiel des contrôles. Donc, tous les contrôles opérationnels doivent être documentés dans un référentiel. Et là encore, pour chaque contrôle, on doit retrouver un certain nombre d'attributs, de champs obligatoires. Par exemple, sa fréquence de réalisation, les critères de qualité vérifiés, donc exhaustivité, exactitude et pertinence, les données contrôlées et les seuils d'acceptation en lien avec la tolérance au risque de non-qualité des données. On reparlera sur ce point bien précis. Ensuite, les résultats des contrôles, ils doivent être formalisés et enregistrés d'une campagne à l'autre pour s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Vraiment un point important de la réglementation, l'idée, c'est d'améliorer de manière continue la qualité de vos données. Et il doit y avoir également un dispositif de contrôle de second niveau, donc qui vise à revoir les contrôles de premier niveau. Donc, en résumé, ces trois documents, donc répertoire de données, circuit des données et référentiel des contrôles, ça constitue vraiment le socle du dispositif de qualité des données. Ils permettent d'assurer la traçabilité et la fiabilité des données tout au long de leur parcours. Alors, un point important, c'est que ces trois documents, ils ne doivent pas être indépendants les uns des autres. La notice de la CPR insiste bien sur ce point. Il doit y avoir des liens explicites et réciproques entre ces trois documents. Et on retrouve cette exigence en fait dans trois paragraphes différents de la notice, mais qui disent un peu la même chose. Mais en pratique, ce lien, il peut être complexe à maintenir. Parce qu'une mise à jour dans l'un de ces documents peut avoir un impact sur les deux autres. Et donc, c'est préférable de regrouper ces documents dans un même outil. Ça facilite à la fois la mise à jour, la traçabilité et la cohérence des informations dans le temps. C'est justement pour ça qu'on préconise des solutions globales, comme celle de Qualitat qui vous sera présentée tout à l'heure. Passons maintenant à cette notion de criticité qui est vraiment au cœur du dispositif de qualité des données. Donc, il apparaît cohérent, ils sont cohérents d'accorder plus d'importance à la qualité des données qui ont le plus d'impact sur les calculs prudentiels. Et donc, c'est pour intégrer ce principe que la CPR introduit cette notion de criticité. Donc, la criticité des données, c'est vraiment intimement lié à la sensibilité des résultats des calculs à une variation de la donnée. Autrement dit, si la donnée bouge, à quel point le résultat bouge? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et pour évaluer cette criticité, on va définir également un seuil de significativité ou un seuil de criticité. Et alors, une donnée, elle est considérée comme critique si on dépasse ce seuil. Et c'est ce qui est illustré ici dans la slide. Donc, les primes, les sinistres, les provisions techniques et les frais de gestion, c'est des données qui sont utilisées pour les calculs prudentiels. Et pour chacune de ces données, on a calculé la sensibilité, donc l'importance dans les calculs prudentiels. Là, on a fixé un seuil de significativité ou un seuil de criticité à 1,5%, donc la ligne en tiret orange, et on détermine ainsi si les données sont critiques ou non. Donc, en l'occurrence, les primes, les sinistres et les provisions, là, elles sont critiques parce qu'elles sont au-dessus du seuil, et la donnée frais de gestion est en dessous du seuil, donc c'est considéré comme une donnée non critique. Donc, en théorie, pour définir la criticité des données, il faut calculer la sensibilité de chaque donnée, ça se calcule mathématiquement, et définir un seuil de significativité à fixer. Et ce seuil, il doit être cohérent avec la notion de tolérance au risque de non-qualité des données. Une notion qu'on va évoquer juste après. Mais en pratique, point important, et c'est autorisé par la réglementation, il est possible de déterminer la criticité des données à dire d'expert. Bien sûr, à condition que ce soit justifié et formalisé. Donc en fait, la notion de criticité, elle a vraiment pour objectif de concentrer les efforts là où la qualité des données a le plus d'enjeux. Ça, c'est tout à fait cohérent avec le principe de proportionnalité, un principe important qu'on retrouve à plusieurs niveaux dans la directive solvabilité 2. Parlons maintenant de cette notion donc, de tolérance globale au risque de non-qualité des données. Cette tolérance, en fait, elle correspond au niveau maximum d'incertitude que vous acceptez sur les résultats prudentiels. En fait, autrement dit, c'est le seuil au-delà duquel la qualité des données est considérée comme inacceptable, car elle remettrait en cause la fiabilité des résultats.
Pour prendre un exemple, on va supposer que votre ratio de solvabilité il soit de 150%, et on va fixer le niveau de tolérance globale au risque de non-qualité des données à 1% sur ce ratio. Donc ça signifie qu'on accepte que ce ratio puisse varier en raison d'anomalies de qualité des données entre 148,5% et 151,5%. Donc plus ou moins 1% en variation relative. Il est aussi demandé que cette tolérance globale, elle soit déclinée au niveau opérationnel, donc au niveau des contrôles, donc en seuil d'acceptation par contrôle. Donc, si on prend l'exemple d'un contrôle, par exemple, de rapprochement entre deux sources de données, par exemple, le montant des sinistres entre une source A et une source B, si le seuil d'acceptation au niveau du contrôle, on le fixe à 0,5%, alors, le résultat du contrôle, c'est OK si l'écart relatif en valeur absolue entre les deux sources il est inférieur à 0,5%. Et le résultat du contrôle, c'est KO si l'écart relatif en valeur absolue il est supérieur à 0,5%. Et si le résultat du contrôle est KO, ça doit donner lieu à une action. Donc une correction ou une investigation, par exemple. Et pour aller plus loin, il est également possible de définir une grille de seuil d'acceptation progressive, en fait, pour dimensionner l'action en fonction de l'écart constaté. Donc, en résumé, la tolérance au risque de non-qualité des données, ça permet de quantifier ce qui est acceptable en matière de qualité des données, tout en assurant qu'elle soit cohérente avec les seuils d'acceptation au niveau des contrôles. On a vu les principales exigences réglementaires en matière de qualité des données, et avant de conclure cette partie, on voulait partager avec vous quelques constats issus des missions qu'on a réalisées sur le sujet. Premièrement, assez souvent, on constate que le dispositif de qualité des données, il fonctionne en fait en parallèle du dispositif de contrôle interne, avec des contrôles de qualité de données qui ne sont pas toujours intégrés au référentiel global de contrôle interne. Et ça, ce n'est pas conforme à la réglementation qui impose vraiment que le dispositif de qualité des données, il soit intégré au dispositif de contrôle interne global. Autre point, le répertoire, qui n'a rien à voir avec ce que je cite vraiment les points de constat qu'on a vus lors de l'émission. Autre point, le répertoire des données, on a constaté que parfois il se limitait aux données critiques. Mais là, la CPR insiste bien sur ce point, il doit couvrir à la fois les données critiques et les données non critiques. Autre point pareil qui n'a rien à voir, mais on constate aussi parfois l'absence de contrôle de second niveau. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, la CPR est claire aussi sur ce point. Il doit y avoir un processus de revue régulière des contrôles de premier niveau. On a vu aussi des dispositifs qui n'intègrent pas de notion de tolérance au risque de non-qualité des données. Et pourtant, je suis convaincu que c'est un élément qui est structurant du dispositif. Elle doit être définie donc globalement et déclinée en seuil d'acceptation au niveau des contrôles, au moins pour les données critiques. Et c'est le moyen de mesurer objectivement si la qualité des données elle est suffisante ou non. Donc, autre point, on a vu aussi des cas où, même si les seuils d'acceptation sont dépassés, il n'y a pas d'actions qui sont mises en œuvre. Ça, c'est pourtant nécessaire pour garantir l'amélioration de la qualité des données. On a pu aussi constater parfois que les contrôles de qualité des données, ils ne sont pas regroupés dans un référentiel. Ça, ce n'est pas conforme. Et enfin, dernier point, on a pu voir des cas où les résultats des contrôles étaient agrégés, donc avec une méthode spécifique, alors que cette méthodologie n'avait pas été validée et partagée, comme c'est demandé par la réglementation. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter donc, notre approche pour l'évaluation de la qualité des données. Et au cœur de notre démarche, on retrouve la notion de sensibilité, donc on va calculer pour chaque donnée, comme la variation du ratio de solvabilité ou un autre résultat prudentiel, par rapport à la variation de cette donnée. Et donc, les sensibilités des données, elles vont intervenir à 3 niveaux dans notre démarche. D'abord, pour déterminer la liste des données critiques. Pour chaque donnée, on va calculer sa sensibilité. Et si sa sensibilité dépasse un certain seuil, alors on la considère comme critique. Ensuite, ça va nous permettre de décliner la tolérance au risque de non-qualité en seuil d'acceptation par contrôle. Donc, naturel de penser que plus une donnée est sensible, plus le niveau de qualité attendu est élevé. Et donc, plus le seuil d'acceptation au niveau du contrôle, ça va être strict.
Et troisièmement, les sensibilités, elles vont nous permettre d'affecter un poids à chaque donnée dans le calcul des indicateurs agrégés. On y reviendra, hein. Mais de cette manière, plus la donnée est sensible, plus elle va peser lourd dans les indicateurs de qualité globaux. Donc, si on part du début, pour réaliser une agrégation objective des résultats de contrôle, notre démarche, elle repose sur des résultats de contrôle quantitatifs. Donc concrètement, chaque résultat de contrôle, il doit être une valeur réelle, donc comprise entre 0 et 1, où 0, c'est la pire note et 1, c'est la meilleure note. Donc dans la slide, ici, vous avez deux exemples de contrôle pour illustrer vraiment la manière dont ces résultats peuvent être calculés. Donc dans le premier exemple, comme tout à l'heure, c'est un contrôle de rapprochement, donc un contrôle de rapprochement entre les primes du système B et les primes du système A. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est mesurer l'écart relatif en valeur absolue entre le montant des primes du système B et le montant des primes du système A. Et on va faire ensuite 1 moins cet écart. Donc dans l'exemple que vous avez sur la slide, donc on trouve un écart relatif en valeur absolue de 1,36%. Et donc le résultat du contrôle, c'est 1 moins 1,36%, donc 98,64%. Donc plus l'écart relatif est élevé, moins la note est bonne. Deuxième exemple, qui est peut-être plus simple à comprendre, c'est un contrôle d'exhaustivité. Là, on s'intéresse à la question, est-ce que les codes CIC sont bien renseignés? Et donc cette fois-ci, on va calculer le résultat du contrôle en divisant le nombre de lignes où le code CIC est renseigné par le nombre de lignes contrôlées. Et donc pour l'exemple, là, on a 12 052 codes CIC renseignés et on a contrôlé 12 587 lignes. Et donc on obtient un résultat de contrôle de 95,75%. Donc, plus les codes CIC sont bien renseignés, meilleure va être la note. Et donc on peut toujours, en tout cas sur la base de ce qu'on a vu jusqu'ici, de ce qu'on a vu les clients qu'on a accompagnés, on peut toujours avoir un résultat de contrôle sous la forme d'une valeur réelle entre 0 et 1. Et l'intérêt d'avoir des résultats de contrôle quantitatifs, c'est qu'on va pouvoir comparer les résultats d'une campagne à l'autre, bien sûr, mais surtout, on va pouvoir agréger ces résultats avec une méthode simple. Et je rappelle que la méthode d'agrégation, elle doit être validée. Et c'est plus facile de faire valider une méthode qui est compréhensible. Et puis plus globalement, ça va aussi permettre d'embarquer plus facilement les gens dans le dispositif de qualité des données. Donc, dans notre approche, on réalise une agrégation ou une synthétisation des résultats des contrôles à deux niveaux. Une première agrégation au niveau des données et une seconde agrégation au niveau global, ce qui va permettre d'avoir un indicateur unique de qualité des données par campagne de contrôle. On y reviendra. Donc, la première agrégation au niveau des données, elle va consister à calculer la note de qualité pour chaque donnée. Et cette note de qualité, elle correspond simplement à la moyenne des résultats des contrôles qui portent sur cette donnée. La deuxième agrégation, donc au niveau global, elle va se faire à partir des notes des données qu'on a calculées juste avant. Et cette fois-ci, on ne va pas faire une moyenne simple, on va faire une moyenne pondérée. Donc, on va pondérer les notes de chaque donnée par leur sensibilité. Et donc, plus la donnée est sensible, donc plus son impact sur les calculs prudentiels est important, plus sa note aura de l'importance dans la note globale. Donc là, dans l'illustration que vous avez sur la slide, on considère donc trois données, en fait, les trois données critiques de tout à l'heure, les primes, les sinistres et les provisions techniques. Donc la qualité de chaque donnée est vérifiée par plusieurs contrôles. Donc par exemple, la donnée de prime, on voit qu'elle est vérifiée par le contrôle 0,1 et par le contrôle 0,2, donc qui est pour résultats respectifs 98,45% et 99,68%. Donc, pour obtenir la note de la donnée prime, on fait simplement la moyenne de ces deux résultats de contrôle et on obtient 99,07%. Et donc, on va calculer de la même manière la note des données sinistres et provisions techniques, donc en faisant la moyenne des résultats des contrôles qui portent sur cette donnée, sur chacune de ces données. Donc, on passe ensuite à l'agrégation globale. On avait précédemment, avant la campagne de contrôle, on a calculé la sensibilité de chaque donnée. Il n'y a pas besoin d'attendre la campagne pour ça. C'est vraiment un input du modèle. Donc 14,2% pour les primes, 4,6% pour les sinistres et 2,7% pour les provisions techniques. C'est une illustration. Et donc, on va faire ensuite la moyenne des notes des données pondérées par leur sensibilité.
Et on obtient ainsi la note globale de, en l'occurrence, 98,88%. Donc cette note de 98,88%, on va pouvoir la comparer d'une campagne à l'autre pour suivre l'évolution de la qualité des données dans le temps. Mais pour savoir si la qualité des données elle est suffisante ou non, il faut pouvoir comparer ce résultat à quelque chose, à un niveau attendu. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va maintenant aborder un élément essentiel du dispositif de qualité des données, donc c'est la notion de tolérance à la non-qualité des données. L'objectif ici, c'est de définir un seuil de tolérance au risque de non-qualité des données et de le décliner en seuil d'acceptation par contrôle. C'est vraiment ce qui est demandé par la notice de la CPR. Et il faut faire en sorte que cette déclinaison elle soit cohérente avec la méthode d'agrégation qu'on a présentée juste avant. Alors, première étape, on commence par définir un seuil de tolérance globale par rapport à une donnée. C'est-à-dire que le niveau maximum d'incertitude qu'on accepte sur les résultats prudentiels, donc SCR ou ratio de solvabilité, peu importe, en raison d'anomalies de qualité sur une donnée. En fait, si on parle du ratio de solvabilité, on veut que la variation du ratio de solvabilité liée aux anomalies de qualité des données, elle soit inférieure à ce seuil. Donc, dans les étapes 2 et 3, on va d'abord décliner ce seuil global au niveau de chaque donnée, avec un principe important, c'est que plus la donnée est sensible, plus sa note minimum attendue est élevée. Et donc, avec des formules, on peut définir mathématiquement le seuil de tolérance de chaque donnée et la note minimum attendue pour chaque donnée, à partir de leur sensibilité et en fonction du seuil qu'on avait à l'étape 1. Ensuite, étapes 4 et 5, en appliquant notre méthode d'agrégation globale, donc une moyenne pondérée par les sensibilités, on va pouvoir définir mathématiquement la note minimum globale et le seuil de tolérance globale. Donc toujours à partir des sensibilités des données et le seuil qu'on avait à l'étape 1. Dernière étape, étape 6, comme la notice la CPR le demande, on peut décliner la tolérance au niveau des contrôles. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti de retenir une approche qui est simple, mais compréhensible, et c'est de dire que le résultat minimum d'un contrôle, c'est la note minimum de la donnée contrôlée, tout simplement. Et comme on avait tout à l'heure, si un contrôle porte sur plusieurs données, alors on peut dire, par prudence, que le résultat minimum du contrôle, c'est la note minimum de la donnée la plus sensible. Donc la note minimum, en fait, la plus exigeante. Ça également, c'est un parti pris dans notre approche. Et donc, on arrive donc à décliner la tolérance à tous les niveaux. Donc, au niveau des contrôles, au niveau des données et au niveau global. Et donc, cette approche, en plus, elle est cohérente avec les sensibilités des données et elle est également cohérente avec les méthodes d'agrégation qu'on propose. Sur cette slide, vous avez une vision d'ensemble de notre approche. Ça permet de comprendre comment les étapes s'articulent entre elles et surtout de voir à quel point la sensibilité, comme je l'ai dit, la sensibilité des données, c'est vraiment au cœur de notre approche. Donc, cette représentation, elle permet aussi de voir que notre approche ne nécessite que 3 paramètres. Donc, le seuil de criticité, la sensibilité des données et le seuil de tolérance globale par rapport à une donnée qu'on avait vue à l'étape 1 de la slide précédente. Et on a décomposé la représentation en 3 niveaux, niveau contrôle, niveau données et niveau global. Donc, dans un premier temps, chose à faire en amont de la campagne de contrôle, on va lister les données critiques. Et ça, on va le faire donc à partir des sensibilités des données et le seuil de criticité qu'on a déterminé. Donc, celles qui sont au-dessus du seuil, on les considère comme critiques. Ça, c'est à faire avant la campagne de contrôle. Ensuite, on va agréger les résultats quantitatifs des contrôles à 2 niveaux. D'abord avec une moyenne simple pour déterminer la note de chaque donnée, ce que je vous ai présenté, et ensuite une moyenne pondérée pour déterminer la note globale. Donc une pondération en tenant compte de la sensibilité des données. Donc là, on a les notes de qualité à tous les niveaux, mais il faut maintenant les comparer avec quelque chose pour évaluer si la qualité est suffisante ou non. Donc d'abord au niveau des données, on va calculer les notes minimum, comme ce qu'on a vu avant, donc à partir des sensibilités et du seuil de tolérance globale par rapport à une donnée, ce qu'on a vu juste avant. Et ensuite, si on redescend d'un niveau, comme je le disais, donc au niveau des contrôles, les notes minimum des données, on va les reprendre au niveau des contrôles. Et ensuite, donc si on remonte d'un niveau cette fois-ci, on va calculer la note minimum globale. Donc on la calcule
comme on disait, donc en faisant la moyenne pondérée des notes minimum au niveau des données. On utilise la même méthode d'agrégation pour les notes et pour les notes minimum. Et donc, on peut finalement, et parce que c'est demandé par la réglementation, même si ce n'est pas indispensable dans notre approche, on peut définir simplement le seuil de tolérance globale comme 1 moins la note minimum globale. Donc, au résumé, on voit bien que les sensibilités des données, c'est vraiment partout dans notre approche. Ça permet de déterminer la criticité des données. Elles sont utilisées comme poids dans l'agrégation des indicateurs et elles permettent de décliner la tolérance au risque de non-qualité. Et je suis convaincu que c'est ce qui fait la cohérence et la robustesse de notre approche. Alors, sur cette slide, vous avez une représentation plutôt graphique de notre approche. Donc ça pourrait très bien être le résultat d'une campagne de contrôle, par exemple. Donc, sur ce graphique, on trouve donc, en axe horizontal la sensibilité et en axe vertical la note de qualité. D'abord, on a représenté donc, le seuil de criticité, c'est la ligne verticale en tiret violet. Et donc, seules les données à droite de ce seuil sont considérées comme critiques. On n'a pas mis les données non critiques dans le graphique, en l'occurrence. Donc, si on reste au niveau données, donc pour l'exemple, on a pris 3 mêmes données que tout à l'heure, provision technique, sinistre et prime. Et chaque donnée est représentée par un point gris. Et chaque point gris, on l'a positionné sur le graphique, donc en fonction de la sensibilité de la donnée et de la note de qualité de la donnée. Toujours niveau données, on a également représenté la note minimum, que vous retrouvez, c'est la courbe bleue. Et cette courbe, elle traduit le lien entre la sensibilité d'une donnée et le niveau de qualité attendu. On voit bien que plus la donnée est sensible, plus la note exigée est élevée. Ça me semble cohérent. Et donc, pour l'exemple, les données provision technique et sinistre, elles sont situées au-dessus de la courbe bleue, donc la qualité est considérée comme satisfaisante. En revanche, la donnée de prime, on est en dessous, donc on peut considérer que le niveau de qualité n'est pas atteint. Et si après, on se place au niveau global, on voit que la note globale, donc, qui est représentée par le point violet, se situe au-dessus de la note minimum globale, qui, elle, est représentée par l'intersection des lignes en tiret orange. Donc, ça veut dire que pour cet exemple, la qualité des données est globalement considérée comme satisfaisante. Alors, pour clore la présentation de notre approche, je vous propose de présenter une illustration concrète. Donc, première étape va consister à déterminer les résultats minimums attendus des contrôles, qui sont eux-mêmes définis par des notes minimum des données contrôlées, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il faut dans un premier temps calculer ces notes minimum des données. Donc, on va considérer un seuil de tolérance globale par rapport à une donnée de 0,1%. Et les sensibilités sont celles qui sont dans le tableau, donc 14,2% pour la donnée de prime, 4,6% pour la donnée de sinistre, etc. Et à partir de ce seuil global et de ces sensibilités, en appliquant la formule qu'on a vue tout à l'heure, on peut calculer la note minimum de chaque donnée. Donc, par exemple, pour la donnée de sinistre, on obtient une note minimum de 97,83%. Et une fois ces notes minimum calculées, on peut les rattacher au contrôle. Donc, comme on le disait tout à l'heure, si un contrôle porte sur plusieurs données, on retient, par prudence, la note minimum de la donnée la plus sensible. Et c'est le cas, par exemple, pour le contrôle 04 que vous voyez, là, il porte sur 2 données. Il porte sur les provisions techniques et les sinistres. Et la donnée de sinistre, elle est plus sensible que la donnée de provision technique. Donc, le résultat minimum attendu pour ce contrôle, c'est la note minimum de la donnée de sinistre. Donc, 97,83%. Cette étape, elle permet de définir, donc avant même le lancement de la campagne, les résultats minimums attendus au niveau des contrôles, en cohérence avec les sensibilités et la tolérance au risque de non-qualité. La seconde étape, c'est simplement saisir les résultats de contrôle et comparer avec le résultat minimum attendu. Voilà pour l'exemple, cette campagne de contrôle fictive, le résultat du contrôle 0,1, on obtient 98,45%. Bon, c'est inférieur de 0,85% par rapport au résultat minimum attendu, qui est de 89,30%. Ça, on peut le faire pour chaque contrôle. Troisième étape, l'agrégation. Donc d'abord, agrégation des résultats des contrôles pour obtenir les notes de qualité au niveau des données. Et ensuite, on va pouvoir comparer ces notes de qualité avec les notes minimum qu'on a calculées juste avant. Donc, je rappelle, donc, la note d'une donnée, elle est calculée comme la moyenne des résultats des contrôles associés. Donc là, par exemple, pour la donnée de prime, elle est couverte par les contrôles 0,1 et 0,2.
Donc, sa note de qualité, elle correspond simplement à la moyenne des résultats de ces contrôles, donc 99,07% par exemple. Et comme pour les contrôles, on compare ensuite ces notes avec les notes minimum attendues qu'on avait calculées avant. Et donc là, pour l'exemple, de notre provision technique, on a une note de 98,25%. C'est supérieur de 1,95% par rapport au minimum attendu. Donc, la qualité de ces données peut être considérée comme satisfaisante. Donc, cette étape, elle permet de passer d'une lecture par contrôle à une lecture par donnée. Et elle permet tout de suite d'identifier les données qui respectent les seuils de qualité et celles qui nécessitent un plan d'action correctif. Et donc, dernière étape, finalement, quatrième et dernière étape, on se place au niveau global. Donc là, on peut calculer la note de qualité globale et on va la comparer avec la note de qualité minimum globale. Donc là, on utilise les méthodes d'agrégation qu'on a vues tout à l'heure, donc des moyennes pondérées. Et donc, en appliquant la formule, on obtient une note globale de 98,88%, une note minimum globale de 98,60%. La différence des deux est positive, et donc ça signifie qu'on respecte le seuil de tolérance fixé, et donc que la qualité des données est globalement satisfaisante. Et là, on voit que même si certaines données présentent des insuffisances de qualité, la qualité globale est supérieure à l'attendue. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des plans de remédiation lorsque l'objectif n'est pas atteint, donc au niveau des contrôles ou au niveau des données. Donc cette slide, c'est simplement une reprise de l'exemple, mais dans son ensemble, toutes les étapes confondues. Et donc en synthèse, on calcule d'abord les notes minimum des données, on les rattache au contrôle, on saisit les résultats des contrôles et on compare à l'attendu. On calcule les notes des données, on compare à l'attendu. Et enfin, on calcule la note globale et on compare à l'attendu. Dans un objectif d'amélioration continue, les résultats obtenus lors de chaque campagne de contrôle doivent être enregistrés et conservés. Ça permet d'assurer un suivi des indicateurs de qualité dans le temps. Et avec cette vision historique, on peut par exemple identifier des tendances ou repérer des points de vigilance. Et au moment d'une campagne, si l'objectif n'est pas atteint, que ce soit au niveau global, au niveau des données ou au niveau des contrôles, ça doit donner lieu à une anomalie et des plans d'action correctifs qui doivent être suivis dans le temps. En fait, du coup, le dispositif de qualité des données, là, il se transforme dans un processus dynamique avec comme finalité de maîtriser et fiabiliser vos données. Donc, je vous ai présenté notre approche de manière générale, mais il y a certains sujets qu'on n'a pas évoqués. D'abord, une évolution possible de l'approche, c'est la possibilité d'attribuer des poids aux résultats des contrôles dans le calcul des notes des données. Ça permet d'accorder plus d'importance à certains contrôles que d'autres. Et donc, on va calculer la note des données non plus avec des moyennes simples, mais avec des moyennes pondérées par les poids des contrôles. Donc, une autre réflexion, elle porte sur les contrôles non réalisés. Là, la question, elle se pose de comment tenir compte des contrôles qui ne sont pas faits. Donc, est-ce qu'il faut prendre le dernier résultat renseigné? Est-ce qu'il faut appliquer une dégradation au dernier résultat, peut-être pour inciter à la réalisation des contrôles? Ou bien plus simplement, est-ce qu'il ne faut pas juste ne pas les prendre en compte dans le calcul des indicateurs? La question se pose et doit être tranchée. Et enfin, un autre sujet intéressant qu'on n'a pas évoqué ici, c'est de décomposer l'évolution des indicateurs d'une campagne à l'autre. Parce qu'en fait, cette variation, elle peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Donc, premier, modification des résultats des contrôles. Bon, ça, a priori, c'est sûr, le résultat des contrôles, il bouge d'une campagne à l'autre. Mais ça peut être aussi lié à la modification de la liste des contrôles, si vous avez ajouté ou supprimé un contrôle. Ça peut être lié aussi à la modification de la liste de données critiques, la mise à jour des sensibilités des données ou encore le changement d'autres paramètres qui interviennent dans l'approche, le seuil de criticité ou la tolérance au risque de non-qualité. Et donc, pour en savoir plus sur notre approche, je vous invite à consulter le mémoire d'actuaire de Camille Motard qui est avec moi, collaboratrice de l'équipe. Et dans son mémoire, elle détaille notamment ce dernier point, cette question de la décomposition de l'évolution des indicateurs d'une campagne à l'autre. Je vais maintenant laisser la parole à David, à l'entreprise Qualitad, qui va vous présenter leur solution de gouvernance des données et la démarche d'intégration associée. Merci beaucoup, Édouard. Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être rapidement se présenter côté Qualitad. Donc, pour ma part, je suis David Lasserie, je suis membre de l'Institut des actuaires également et je suis le Chief Customer Officer de chez Qualitad. Je suis accompagné de Viviane, qui est dans les coulisses, et de Morgane, que je laisse se présenter.
Bonjour à tous, Morgane Carton, donc je suis responsable de l'équipe des chefs de projet qui mettent en place la solution Qualitad chez l'ensemble de nos clients. Donc, par rapport du coup aux 2 prochains slides, on va pas forcément, s'attarder. C'est une présentation générale de notre société, donc avec, ce premier slide qui affiche quelques références clients. Et concernant le second slide, ça met en avant les différents modules qu'on propose, parce que notre offre ne repose pas que sur le module data, gouvernance et qualité des données, qui est justement notre sujet aujourd'hui, mais également sur d'autres modules tels que la gestion des risques et du contrôle interne, l'audit interne ou encore l'évaluation des tiers ou délégataires. Alors pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, je vous laisse les consulter plus en détail lorsque vous aurez à disposition le support post-événement. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur nos offres, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Donc, en introduction à la démo, enfin la petite démo que va initier Morgane, ce slide, il va représenter notre démarche d'intégration du contenu dans notre module data. Alors, cette démarche, elle a déjà été abordée, hein, bien sûr, de manière lissée dans l'intervention d'Edouard. C'est juste un simple récap visuel pour mieux apprécier la démarche d'intégration dite top-down. Pardon. Alors, on va prendre le cas typique d'une entité d'assurance qui a du coup un modèle solvabilité 2. Donc, la première étape de notre démarche d'intégration va être la priorisation des données modèles selon leur impact sur les indicateurs solvabilité 2, donc notamment ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par Edouard, donc le SCR, les provisions techniques, etc. Donc l'idée, ça va vraiment être de recenser toutes les données en entrée du modèle et de les prioriser avec les méthodes qui ont été aussi évoquées, le jugement d'expert ou encore les études de sensibilité. La deuxième étape, et c'est là où prend tout le sens, la mention top-down, c'est qu'on va partir de ces données modèles qui sont les plus impactantes et ensuite on va chercher à ligner l'information, à cheminer chaque donnée impactante. Donc, dans l'exemple que vous voyez, on a une donnée modèle qui a elle-même deux données sources qui sont dans un système amont, qui elles-mêmes ont d'autres données sources qui sont dans un système encore plus en amont, et on va cheminer l'information jusqu'à arriver jusqu'aux systèmes les plus en amont, et ça va nous permettre de déterminer le cheminement de chaque donnée. Alors, bien sûr, pourquoi on fait ça? Puisque tout l'intérêt, c'est de fiabiliser la qualité de l'information, donc de fiabiliser les indicateurs S2, et donc par suite de fiabiliser les données qui entrent dans ce modèle. Et pour être certain que ces données soient fiabilisées, il faut aller voir ce qui se passe en amont. Puisque bien sûr, si dans le cheminement, il y a une erreur qui s'introduit, ça va forcément avoir un impact et ça va biaiser les données en entrée du modèle et donc les indicateurs. Donc l'idée, une fois qu'on a le cheminement de toutes ces données, ça va être de positionner, alors pas forcément sur chaque donnée qui a été, enfin sur chaque donnée source, mais de positionner à des endroits stratégiques des contrôles qui peuvent être de tout type. Ça peut être un contrôle sur une donnée, sur plusieurs données, sur l'ensemble d'un SI. Ça peut être un contrôle qui compare des valeurs entre deux systèmes et plein d'autres encore. L'idée, ça va vraiment être de s'assurer que là où il y a potentiellement des erreurs, ça peut être des erreurs opérationnelles, qu'on ait des contrôles et qu'on suit vraiment l'information, comment elle est retranscrite plus tard jusqu'à l'entrée du modèle. Donc une fois qu'on a positionné ces contrôles, bah, l'idée, ça va être d'évaluer les contrôles avec des résultats de contrôle qui ont été évoqués il y a quelques instants. Donc de lancer ce qu'on appelle des campagnes de contrôle, donc annuelles, trimestrielles, voire mensuelles, pour s'assurer de manière régulière que la qualité est toujours au rendez-vous et en réalité qui suit même une amélioration continue. Dans ces campagnes, on va potentiellement détecter des anomalies qu'on va suivre et qu'on va traiter via des plans d'action. Donc l'ensemble de cette démarche va nous permettre d'arriver à des livrables clés qu'on propose justement dans notre outil qu'on va vous présenter, avec l'ensemble de toutes ces informations qui sont centralisées dans ce même outil, avec le référentiel des applicatifs, la carte des flux, le dictionnaire des données, très important, donc l'ensemble de toutes les données avec le cheminement associé, le référentiel des contrôles, ainsi que les plans de remédiation. Donc, j'ai terminé de présenter cette démarche, donc, qui était une fois de plus pour vraiment que vous puissiez apprécier la vision purement, on va dire, logicielle, que va initier Morgane tout de suite. Et je te laisse la parole, Morgane. Merci David.
Et merci Edouard. Rebonjour à tous, donc vous êtes bienvenus sur l'outil Qualitad. Donc là, vous êtes actuellement sur la page d'accueil. On va retrouver quelques indicateurs clés qui vont être liés du coup à la gouvernance et à la qualité des données. Sur la partie en haut à droite, vous avez des petits icônes qui permettent de retrouver facilement vos favoris, également des icônes de raccourcis pour créer des éléments directement dans la plateforme. Et bien sûr, après, vous avez toute la partie du coup gestion de votre plateforme en tant qu'utilisateur. Au centre, vous retrouvez une barre de recherche où vous pouvez taper des mots-clés qui vous permettent de retrouver tous les objets qui sont liés et disponibles dans la plateforme. Sur la partie de gauche, qu'on peut masquer, vous retrouvez en fait l'ensemble des objets qui sont organisés pour pouvoir, comme le disait totalement David, pouvoir gérer et lister l'ensemble de vos référentiels et l'ensemble de vos objets dans la plateforme. Je vous propose qu'on fasse un petit focus sur la partie gouvernance et notamment la partie glossaire. Pour tous les objets de la plateforme, vous aurez toujours la même présentation avec une page de recherche qu'on vient de revoir. Et à chaque fois, lorsque vous allez cliquer, vous allez pouvoir voir tous les éléments disponibles sur cette fiche. Donc sur les glossaires, on va pouvoir voir les différents responsables. On va évidemment pouvoir voir l'ensemble des données qui sont liées à ce glossaire et tous les autres objets qui sont en lien avec ce glossaire. On va passer maintenant sur la partie données. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, on a exactement le même format d'affichage. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos données et vous avez toujours la possibilité de filtrer et de regarder sur une donnée en particulier. Là, on va s'intéresser sur une de nos données. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir ensuite rentrer dans la fiche. Là, je vois l'ensemble des éléments principaux sur lesquels je peux également filtrer. Donc, sur ma fiche, je vais retrouver évidemment le libellé. Je vais pouvoir avoir l'information si cette donnée est une donnée modèle. Vous allez avoir l'ensemble des responsables de cette donnée. Bien sûr, on va retrouver le cas d'usage associé, l'ensemble potentiellement des glossaires associés, et derrière, vous aurez une définition technique de la donnée. Donc, on va retrouver tous les éléments. Voilà, ça défile. Et vous allez retrouver également la donnée source, s'il y en a une, comme l'a présenté tout à l'heure David. Et vous avez évidemment tous les objets qui sont liés à cette plateforme. Maintenant, si on s'intéresse plutôt du coup au linéage des données, vous avez différents filtres que vous pouvez utiliser pour rechercher les données que vous souhaitez faire afficher. Ou dans notre cas, on va utiliser directement le moteur de recherche, on va taper la donnée qui nous intéresse et on va pouvoir voir son cheminement. Lorsque je vais cliquer dessus, il va apparaître de manière graphique et donc vous allez pouvoir voir les différentes données et leurs liens. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir toutes les informations qui sont liées. Et on va pouvoir remonter jusqu'à notre donnée source. Dans Qualitad, pour pouvoir gérer en fait vos référentiels, on a la possibilité d'importer en masse les outils. Donc là, c'est une petite démonstration très rapide. En fait, on a un outil d'export qui va nous permettre d'avoir un modèle. On va retrouver tous les éléments qui sont dans la plateforme. S'il n'y en a pas encore, ce sera un fichier vierge. Et ce sera un fichier au format Excel, comme vous voyez à l'écran, où on retrouve tous les éléments qui sont présents dans la plateforme pour l'objet en question. Derrière, on va venir mettre à jour ce document et on va pouvoir procéder à un import juste en déposant le fichier qu'on aura mis à jour. Ça vous permet du coup de mettre à jour l'ensemble de vos référentiels ou de les créer au départ de l'utilisation de la plateforme. Une fois que c'est bon, vous recevez un mail de confirmation comme quoi l'import a bien été effectué. Dans la partie qualité, maintenant, je vous propose un petit focus sur la partie contrôle. Donc, vous pouvez également lister l'ensemble de vos contrôles. Et tous ces contrôles, du coup, vont être liés à des objets dans la plateforme. On va le regarder ensemble. Donc, on retrouve évidemment le système d'information qui sont liés, les responsables, le cas d'usage. Et on va trouver les critères de solvabilité 2 que présentait Edouard tout à l'heure. En fonction de ceux qui auront été sélectionnés, vous allez pouvoir venir mettre la valeur du seuil. Et on retrouve encore une fois l'ensemble des objets présents dans la plateforme en lien avec ce contrôle. Ensuite, une fois qu'on a l'ensemble de nos éléments, on va pouvoir créer une campagne. Donc là, vous voyez, on a une campagne en cours, fictive. Et dans cette campagne, on va retrouver tous les éléments. Donc, on va pouvoir évidemment mettre une notion de délai, de date de début.
et de date de fin prévisionnelle. On va y associer l'ensemble des domaines, des entités organisationnelles qui vont pouvoir permettre de savoir qui sera responsable et qui pourra avoir ces contrôles, l'ensemble des contrôles associés à la campagne. Et lorsqu'on lance une campagne, ensuite, on va réaliser du coup des évaluations qui vont se générer de manière automatique dans la plateforme. Je laisse la main maintenant à David qui va pouvoir vous présenter la partie évaluation. Merci beaucoup, Morgane. Par suite, on passe logiquement aux évaluations avec ici à l'écran la page de recherche des évaluations. Donc, comme pour les autres objets, ça va être la liste de toutes les évaluations avec les campagnes qui sont associées. Donc, en encadré rouge, c'est un exemple, hein, c'est la deuxième ligne, du coup, qui représente le résultat qu'on a sur chacun des 3 critères mentionnés tout à l'heure. Donc, exhaustivité, exactitude, pertinence. Si on rentre dans cette fiche évaluation, donc c'est un formulaire basique, enfin quand je dis basique, c'est qui ressemble beaucoup aux autres objets, avec l'ensemble des éléments qui sont rattachés à l'évaluation, à savoir donc la campagne associée, le contrôle associé. Comme vous l'aurez compris, en fait, quand on lance une campagne, chaque contrôle va donner lieu à une évaluation, les données qui sont contrôlées, les fameux résultats qui est encadré en rouge. Donc, une fois que toutes ces évaluations sont renseignées, tous ces résultats sont renseignés, on peut du coup penser ensuite à des analytiques. Alors quand bien même les analytiques sont assez personnelles et propres à l'entreprise, en fonction de ce que l'entreprise souhaite générer, on est tous d'accord, je pense, pour dire que les analytiques sont vraiment la touche finale sur l'étude de la qualité de l'information et du suivi dans le temps. Donc ici, on a un exemple d'analytique qui peuvent être repensées dans l'esprit du vocabulaire employé tout à l'heure par Édouard sur la notion de note. Donc, tout en haut, on va avoir un ensemble de filtres avec des filtres assez importants concernant la campagne de référence et les campagnes de comparaison, une fois de plus pour comparer la qualité de l'information dans le temps, et d'autres analytiques qui permettent de restituer l'information selon une vision agrégée, donc soit par exemple par entité organisationnelle, par entité juridique, etc. Donc, dans cet exemple qu'on vous présente, on peut penser par exemple à 4 visions, donc une vision sur les données clés. Donc, ça va être vraiment l'ensemble des contrôles qui ont été appliqués sur chaque donnée clé, avec, sans rentrer vraiment à nouveau dans le détail des calculs qu'a présenté tout à l'heure Édouard, ça va permettre de dégager une note de qualité pour chaque donnée, avec toujours cette notion de note QDD minimum attendu, et ce qui va nous permettre d'avoir un delta avec l'objectif cible. Même chose pour la vision entité juridique, sous-domaine et point de contrôle. Et bien sûr, on peut penser à d'autres mailles encore d'analyse. Donc la vision point de contrôle, c'est la vision qui a la maille la plus fine, hein. Parce que comme vous l'aurez deviné, que ça soit donc, dans nos exemples données clés, entité juridique, sous-domaine, ce n'est que en fait l'agrégation, la consolidation des résultats, des contrôles qui sont associés, qui sont rattachés à une donnée clé, à une entité juridique ou à un sous-domaine. Donc la vision point de contrôle est vraiment la maille la plus fine. Et pour cette analytique, on peut penser aussi à avoir un export Excel qui permet de restituer l'information qu'on a déjà, mais qui permet du coup d'exploiter aussi ces informations à travers un fichier, si on souhaite passer des modifications, ajouter des éléments et avoir plus d'informations dans ce fichier. Donc là, à l'écran, vous avez une capture d'écran du fichier Excel qu'on peut imaginer avec voilà, des colonnes qui sont masquées, puisqu'on peut avoir vraiment beaucoup d'informations. Et toujours cette notion de suivi dans le temps, puisque toute cette démarche, comme l'a précisé Édouard, qui est vraiment un attendu de la CPR, toute cette démarche doit rentrer dans une logique d'amélioration continue. Et via cette comparaison, on peut avoir ce suivi à travers les différentes campagnes qu'on a dans l'année, ou en tout cas à travers les années. Edouard, il y a un écho. Oui, merci beaucoup. Bon, de toute façon, j'avais terminé en tout cas pour la présentation de notre module. Alors, bien sûr, pour les analytiques, on a en standard 2 analytiques avec des formes différentes. C'était un exemple pour vous montrer sur quoi on peut partir en reprenant un peu le langage et le vocabulaire qu'a utilisé Édouard. Et maintenant, du coup, que la présentation est finie, place aux questions. Il est midi pile, j'avais dit une petite heure, bon finalement c'était 1 heure pile. Je propose de répondre en tout cas aux questions que j'ai vues jusqu'ici parce qu'elles concernent plutôt la méthode plutôt que votre solution, David. Alors pourra-t-on avoir le support? Oui, vous sera partagé après l'événement.
Plus explicite sur les contrôles de second niveau. Alors, le contrôle de second niveau, ça peut tout à fait être des contrôles qui sont réalisés, par exemple, par votre direction de contrôle interne. L'idée, c'est de vérifier que les contrôles de premier niveau sont pertinents et correctement réalisés. Donc ça peut tout à fait être fait, par exemple, par échantillonnage. On sélectionne des contrôles opérationnels et on vérifie que le contrôle est pertinent, qu'on répond à l'objectif, que le résultat est calculé conformément à la description du contrôle, enfin à la méthodologie qui est décrite, et que le résultat est correctement reporté, par exemple. C'est vraiment un contrôle de second niveau en tant que tel. Alors, là, il y a deux questions, j'ai vu, qui rejoignent un peu le même sujet sur les données qui sont plutôt données catégorielles ou données, on va dire, un peu plus qualitatives. Comment est-ce qu'on traite ça dans notre approche? Là, la première personne parle de la donnée sexe, par exemple. Et ça, on voit bien que faire varier un sexe par rapport à un résultat, c'est compliqué. Mais en fait, ce qu'on peut faire très simplement, c'est prendre, en fait, de ne pas faire varier la donnée sexe, mais de faire varier la part, par exemple, d'hommes sur le total. C'est le ratio du nombre de personnes de sexe masculin sur le nombre de personnes totales. Et ça peut être ça la donnée, sexe. Et on fait varier cette proportion et on regarde dans quelle mesure ça impacte les résultats prudentiels. Tout à l'heure, il y a une question qui est liée un peu. Donc je vais... Est-ce qu'il y a un replay? Oui, bien sûr, la session est enregistrée et vous aurez accès au replay. Et voilà, c'était la question d'après, slide 13. Donc, méthode d'agrégation. Comment réalisez-vous la sensibilité pour une donnée qualitative comme le code CIC? Et le code CIC, c'est pareil. Vous pouvez très bien faire varier, non pas le code CIC, mais faire varier la part de code CIC renseigné. Donc, le rapport entre le nombre de lignes où on a le code CIC et le nombre de lignes totales. J'imagine que dans vos outils, il y a une procédure qui traite les titres pour lesquels le code CIC n'est pas renseigné. Et donc, vous faites varier la part de code CIC renseigné pour obtenir la sensibilité. Et pour l'agrégation, ça ne pose pas de problème. Voilà, ça défile en même temps. Pour calculer les différentes sensibilités. Donc, c'est pareil. Enfin, voilà, pour calculer la sensibilité, on utilise la part de code CIC renseigné. Quelle est l'hypothèse? Ah oui, alors la déviation, effectivement, parce que l'idée, c'est de voir si on fait varier la donnée D, comment est-ce que le résultat final évolue. Et là, effectivement, il y a un arbitrage à faire, il y a une décision à prendre, c'est de combien on fait varier la donnée D. En fait, la sensibilité, il n'y aura pas d'impact sur le calcul de la sensibilité si elle est uniforme, en fait. Pour rentrer dans le détail, j'invite de nouveau à consulter le mémoire de Camille Motard, le mémoire d'actuaire de Camille sur le sujet, parce qu'elle a vraiment bien détaillé ce point. Ça n'a pas d'influence si on fait varier, si la sensibilité elle est linéaire, mais il peut y avoir un impact si la sensibilité elle est quadratique, par exemple. Mais là, il y a un choix à prendre pour le calcul des sensibilités, effectivement. Et alors, la question ici, moi, je ne vois pas trop si la personne peut préciser ce qui est entendu par incident de qualité des données. Comment prendre en compte les impacts des incidents de QDD, donc en dehors des résultats de contrôle KO, dans la mesure de la qualité des données impactées. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Incident de qualité des données. Après, l'incident de qualité des données, s'il n'a pas d'impact sur la qualité, en tout cas, s'il n'est pas mesuré avec un contrôle, je ne vois pas trop. Bon. Et dernière question que je vois là, faites-vous une différence entre le référentiel des contrôles appliqués sur la qualité des données et les contrôles effectués dans le cadre du contrôle interne? Alors, je disais, c'est le dispositif de qualité des données, il s'intègre au dispositif de contrôle global. L'idée, c'est de contrôler la qualité des données. Donc, le référentiel des contrôles de type qualité des données, il doit être intégré au référentiel de contrôle global. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu, mais documentation à maintenir à jour. Mais oui, c'est bien ça, hein, c'est bien la documentation à maintenir à jour. C'est le troisième point, hein, c'est le référentiel des contrôles. Et donc, qu'il soit effectué par des opérationnels ou par des personnes du contrôle interne. C'est pas ça le sujet.
Tu veux compléter? C'est vrai que pour le référentiel des contrôles de qualité des données, il y a certaines spécificités qui sont spécifiques à la qualité des données. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir un lien du référentiel global vers ce référentiel de qualité des données. Par exemple, dans le référentiel des contrôles de qualité des données, vous devez, c'est un critère obligatoire de la CPR, vous devez renseigner, par exemple, les critères vérifiés, donc exhaustivité, exactitude et pertinence, ce qui n'est pas le cas pour les autres contrôles. Je vois que quelqu'un est en train de taper une question, donc on va attendre un petit peu. Je vous en prie. Non, il y avait une autre personne qui écrivait, je crois. Bon. Ah si. Uniquement sur les données critiques, mais comment on mesure jusqu'où va dans notre dictionnaire pour ne pas le retrouver? Oui, alors vous dites 500 lignes. Oui, alors pour avoir fait l'exercice, on peut se retrouver avec plusieurs dizaines de milliers de lignes dans le dictionnaire de données, répertoire de données. Juste, je reviens là-dessus parce que moi, je parlais de répertoire de données. David disait dictionnaire de données, c'est bien la même chose. On parle bien de la même chose. Et oui, 500 lignes, c'est même pour moi une fourchette basse. On peut être sur plusieurs dizaines de milliers de lignes. Oui, c'est quelque chose de très complexe. Alors, il y a une phase d'initialisation, surtout si on est dans une approche de type lignage des données. Il y a une phase d'initialisation qui est complexe et longue. Et après, il y a la maintenance de ce document. Donc oui, le référentiel des données, du dictionnaire de données, c'est un réel enjeu du dispositif de qualité des données. Et vraiment, le paragraphe de la notice de la CPR est très clair. Le répertoire de données ne doit pas se limiter aux données critiques. C'est très explicite. Écoutez, s'il y a plus de questions, il reste à vous remercier pour votre participation. Donc, le support vous sera diffusé, le replay sera également disponible et nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci à tous pour votre participation et bonne journée. Merci, bonne Merci journée à beaucoup. tous. Très bonne journée.